Bonjour Jean-Baptiste Lemoyne, merci d'être avec nous. On va d'abord parler du CETA, parce que c'est votre dossier au sein du gouvernement. Le CETA, je rappelle, l'accord de libre-échange avec le Canada qui suscite tant de controverses, à la fois dans la sphère politique et surtout chez les agriculteurs. Or, vous, ce matin, vous annoncez un bilan, parce qu'en fait, on ne le sait pas toujours, mais le CETA s'applique provisoirement depuis 2 ans, et vous dites, à contre-courant quand même de tout ce qu'on entend par ailleurs, que cet accord a été bénéfique pour la France. Oui, cet accord est un bon accord pour les Français, pour l'emploi français. Alors. Et j'ai un chiffre très concret, c'est qu'en 2 ans, nous avons multiplié notre excédent commercial par 20. Tenez-vous bien, il était de 40 millions d'euros avec le Canada en 2017, et aujourd'hui, nous sommes à 800 millions d'euros. Donc ça veut dire que les PME françaises, eh bien, elles ont trouvé plus de débouchés, plus d'exportations. C'est très important. Ça concerne aussi des PME de l'agroalimentaire. J'ai en tête toute la filière des produits laitiers, du fromage, qui a vu ses exportations bondir de 20%. Mais alors, pourquoi diable les agriculteurs, dans leur immense majorité, sont-ils, vont debout contre cet accord ? Ils ne comprennent pas ce que vous dites, ils sont de mauvaise foi, que se passe-t-il ? Je crois qu'il y a eu aussi une instrumentalisation du débat par des oppositions. Et je le regrette parce qu'il est important d'en revenir à la réalité et aux faits. En matière de santé, nous ne transigeons et transigerons jamais. C'est-à-dire, par exemple, nous n'exporterons pas de viande nourrie aux farines animales comme le dénoncent certains. Par exemple, ça veut dire que cet accord interdit naturellement l'importation en France et en Europe de bœuf aux hormones, de saumon transgénique, et que nous menons des contrôles scrupuleux. Il est très clair que nous ne transigeons pas sur cet aspect-là. Je dis que notre filière agricole, elle a beaucoup à gagner. Quand je vous parlais des chiffres des produits laitiers, c'est de l'élevage. Et donc, c'est également... Mais l'information ne passe pas. Pourquoi ne le comprennent-ils pas, ces agriculteurs ? Pourquoi s'en prennent-ils aux députés de La République En Marche qui ont voté pour ce texte ? Quel est le message qui passe et quelle est surtout la réalité que vous n'arrivez pas, vous, à faire passer, visiblement ? Je crois que la mondialisation, elle est une chance pour nos filières. Oui. Regardez, notre export agroalimentaire est parmi nos meilleurs résultats. Et donc, je crois qu'on a besoin de montrer qu'on a protégé nos indications géographiques avec cet accord. Par exemple, le jambon de Bayonne, avant, il était copié et les Canadiens étiquetaient du jambon de Bayonne. Désormais, ils n'ont plus le droit parce que l'accord l'interdit. Donc, on protège nos producteurs, nos terroirs. Monsieur Lemoyne, avant d'être ministre, vous êtes un élu de Lyon, je crois. Est-ce que vos amis agriculteurs de Lyon, ils entendent ce discours ? Est-ce qu'ils vous disent « Oui, c'est vrai, tu as raison, pour ceux qui vous connaissent bien, effectivement, c'est bon pour nous, le CETA » ou est-ce que vous les avez déjà convaincus ? En tous les cas, je n'arrête pas d'expliquer matin, midi et soir les bénéfices de cet accord et surtout le fait qu'il n'y a pas de crainte à avoir. Il y a seulement 12 tonnes de viande canadienne qui sont venues en France en 2018 sur une consommation française de 1,3 million de tonnes. C'est 0,01% parce que les Canadiens ne sont pas outillés pour exporter de la viande qui respecte nos normes. Et donc, nous, dans ces cas-là, on n'accepte pas. Vous rassurez vos interlocuteurs. Sur le fond, est-ce que des accords de libre-échange commerciaux sont compatibles avec la transition écologique ? Commercer, c'est transporter. Transporter, c'est avoir plus d'empreintes carbone. Comment vous justifiez ça aujourd'hui ? Alors, justement, le chef de l'État, le président de la République, souhaite que la France porte un message audacieux. Et nous l'avons d'ailleurs assumé. Lorsque nous avons voté contre l'ouverture de négociations justement commerciale avec les États-Unis, parce que les États-Unis sont sortis de l'accord de Paris. Et aujourd'hui, le climat, la biodiversité, pour nous, c'est au cœur de l'action. C'est une journée aujourd'hui qui est importante. Nous l'avons assumé également avec le Mercosur. Le chef de l'État l'a dit. Qui n'est pas signé pour l'instant. Le Brésil n'a pas respecté ses accords ses engagements pris lors des accords de Paris. Dans ces cas-là, il n'y a pas d'accord possible. Alors justement, l'environnement, vous allez vous envoler pour New York avec le chef de l'État dimanche pour le sommet de l'ONU. En marge de ce sommet, il y aura un sommet sur le climat lundi à New York. On a envie de dire un sommet de plus. Il y en a au moins un par an, voire 2. Il y a la COP 22, 23. Et pendant ce temps, des scientifiques annoncent que le réchauffement sera sans doute supérieur aux 2 degrés prévus par l'accord de Paris au cours du XXIe siècle. Donc à quoi servent tous ces sommets finalement, auxquels ne participent pas, par exemple, des personnalités comme M. Bolsonaro ? Le président de la République a souhaité que le climat soit au cœur de son déplacement aux Nations Unies. Et donc il y aura d'une part le sommet pour le climat organisé par les Nations Unies et le président va réaffirmer notre ambition, nos objectifs. Mais surtout,
la France prend l'initiative à la suite du G7 de Biarritz, où vous vous souvenez, nous avions fait une mobilisation des pays du G7 pour l'Amazonie. Eh bien, nous allons poursuivre cette mobilisation avec une réunion spéciale dédiée à l'Amazonie pour que enfin on puisse fédérer les énergies, Sans les dirigeants brésiliens les moyens. ou avec les dirigeants brésiliens? En tous les cas, avec un grand nombre de dirigeants de la région. Le président colombien sera là, le président chilien sera là. Nous avons beaucoup d'États de la région qui sont représentés parce que l'Amazonie, ça concerne 8 et 9 pays. La France est un pays amazonien avec la Guyane. Et donc, ce n'est pas seulement le Brésil, c'est également l'ensemble de la région qui est concernée. Et là, eh bien, on va voir comment mieux travailler ensemble et mettre des moyens. Va-t-il poursuivre, Emmanuel Macron, son offensive, vous en parliez à l'instant, entamée au G7 à Biarritz sur un autre sujet, c'est-à-dire sur le rapprochement avec l'Iran, alors que l'Iran, aujourd'hui, est suspecté d'avoir téléguidé, on le sait, l'attaque menée contre les installations pétrolières en Arabie Saoudite. Est-ce que c'est encore un bon interlocuteur, crédible en tout cas pour la France? Est-ce que le président va rencontrer notamment le président Rouhani? L'Assemblée générale des Nations unies a cette vertu que tous les dirigeants du monde entier sont là et sont présents. Et donc, c'est l'occasion pour la France, qui est une puissance d'équilibre dans le monde, eh bien, de pouvoir parler à tout le monde pour essayer d'engager une désescalade. Parce que, après les événements que nous avons connus le week-end dernier, l'attaque contre l'Arabie Saoudite, qui doit être condamnée, naturellement. Mais l'Iran est mis en cause. Une enquête internationale est en cours pour déterminer d'où vient l'attaque, par qui. Et c'est à l'issue qu'il faudra se prononcer. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ces événements, on sait que tout peut s'embraser très vite, eh bien, ils montrent que la désescalade, elle est impérative et que la France, elle a un rôle à jouer dans ce cadre-là pour engager ce chemin-là. Mais dans ces attaques contre l'Arabie Saoudite, vous, Jean-Baptiste Lemoyne, est-ce que vous croyez à une responsabilité de l'Iran qui semble en tout cas approuver au moins ces attaques? Quelle est votre position? Attendons encore quelques heures. Une enquête internationale est en cours sur le sol de l'Arabie Saoudite. Vous savez, ces sujets sont trop importants pour qu'on se prononce à la va-vite. Ce que je veux dire, c'est que la France, elle porte vraiment une parole qui est celle, justement, du retour à des fondamentaux. Travaillons au retour à l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien pour qu'on ait la garantie que l'Iran ne se dote pas de l'arme nucléaire à un moment. Dernière question, vous nous répondez très vite, s'il vous plaît. Vous venez, on le sait, des Républicains, de la droite. Est-ce que vous approuvez, avant d'avoir rejoint le gouvernement d'Emmanuel Macron, le tournant opéré sur la politique d'immigration que le président dit vouloir regarder en face? Tout le monde a parlé d'un durcissement, voire d'une attitude un peu électoraliste sur ce point. Quel est votre sentiment? On n'a pas de tournant. Ce sujet-là, nous l'avons déjà évoqué avec la loi qu'avait portée en son temps Gérard Collomb. Le président, ce qu'il dit, c'est qu'aujourd'hui, nous ne sommes ni humain ni efficace en matière de gestion des flux migratoires. Et donc, il convient d'avoir le débat pour avoir une vraie stratégie et des outils adaptés. On vous a entendu ce matin. Julien Denormandie, l'un de vos collègues au gouvernement, sera l'invité, je le précise, pour ce week-end de l'émission Un dimanche en politique sur France 3. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Lemoyne. Laurent, c'est à vous et je vous souhaite une très bonne journée.